Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait plaisir de se retrouver aussi nombreux sur Zoom. Je voudrais remercier les journalistes Vincent Arnaud Deguenon et Madame Anto Moulenga d'être avec nous cet après-midi. Je suis très heureux que vous ayez accepté notre invitation pour venir partager les coulisses de votre reportage sur le Covid-19 et ils partageront avec vous des secrets pour gagner des compétitions journalistiques, comment trouver une belle idée de reportage, des expériences qui peuvent vous inspirer et plus encore. Ce webinaire, tout comme ceux que nous organisons depuis environ 11 mois, est gratuit et nos webinaires sont destinés à améliorer la couverture de la COVID-19 et aussi améliorer la pratique du journalisme en période pandémique. Chaque semaine, notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale vous propose des webinaires, des ateliers et des rencontres en ligne qui sont accessibles à tous les journalistes francophones. Et aujourd'hui, vous assistez donc à notre troisième webinaire consacré aux lauréats de notre concours. Les 2 semaines précédentes, nous avions accueilli les lauréats de la catégorie sciences et santé et ce sera aujourd'hui avec les lauréats de la catégorie criminalité et corruption, une conversation passionnante et n'hésitez donc pas à poser des questions à nos chers panélistes. Si vous pouvez poser ou soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo pour ceux qui suivent la diffusion en direct dans notre groupe sur Facebook ou dans la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom. Cette session est organisée par notre forum, dont je suis le directeur. C'est un forum du Centre international pour les journalistes, une organisation basée à Washington et qui promeut dans le monde entier un journalisme de qualité. Le forum a été lancé pour offrir des opportunités aux journalistes et pour contribuer à une couverture qualitative de la pandémie. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, vous pouvez aussi, si vous êtes journaliste et si vous le désirez, faire partie de notre vaste réseau mondial de journalistes. Avant de donner la parole aux invités, j'aimerais d'abord vous les présenter. Vincent Arnaud Deguenon est un journaliste béninois et reporter à Bénin Web TV depuis 2016. Il est web rédacteur et analyste économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. La seconde panéliste est Anto Moulenga. Elle est une journaliste et rédactrice en chef au sein du magazine en ligne La Guardia et basée en République démocratique du Congo. Elle est diplômée de licence en presse et journalisme depuis plus de 10 ans. Elle a pratiqué près tous les formats du journalisme, d'abord par la radio, comme animatrice, reporter, puis présentatrice des journaux parlés et télévisés. Elle est activiste du genre et membre de l'Union congolaise des femmes des médias, une organisation qui réunit des femmes journalistes en RDC pour la promotion des droits des femmes dans les médias et par les médias. Merci à vous, madame, d'avoir accepté notre invitation et félicitations, chers confrères et consoeurs, pour votre prix. Ma première question s'adresse à monsieur Vincent. Comment êtes-vous arrivé au journalisme et pendant combien de temps exercez-vous ce métier? Votre micro n'est pas activé. Voilà, maintenant c'est bon. C'est bon? Vous me recevez? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci également pour l'honneur. Nous en sommes là juste par passion. Pas passion parce qu'au début, ce n'était pas le journalisme, mais on avait commencé en tant qu'amateur avant de vouloir le faire un peu plus professionnel. Il faut reconnaître que lorsque vous le faites par passion, vous n'avez pas de contraintes et vous n'avez pas de barrières. Vous évoluez aisément. Donc, c'est par là que nous en sommes et on évolue petit à petit, espérant que ça puisse toujours être utile, non seulement pour notre épanouissement, mais pour la société, pour notre monde, pour notre environnement. Est-ce que c'est votre premier prix ou en avez-vous obtenu d'autres auparavant? Non, c'est le tout premier prix. Et qu'est-ce que ce prix représente pour vous, monsieur Vincent? Un défi.
un vrai défi parce que ce n'est pas le prix en lui-même qui est important, mais l'enjeu que ça représente pour le travail qui a été fait. Cela voudra dire que si on fait plus d'efforts, si on évolue dans ce domaine de la corruption, il y a beaucoup de défis qu'on peut relever. Donc, c'est en cela que je vois ça comme un défi. Je suis intéressé, curieux de savoir comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre sélection comme gagnant du premier prix du concours de reportage sur la COVID-19 du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Ah, beaucoup de surprises. J'étais vraiment surpris parce que au début, je n'étais pas fait pour postuler. J'avais déjà fait le reportage avant d'avoir l'annonce du concours. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas tenter? Donc, j'ai juste rempli le formulaire. Et je pense qu'il était question de donner les résultats en novembre ou en décembre. Et puis, décembre, je n'ai rien vu. Janvier, j'ai dit, bon, ça va, c'est passé, il n'y a plus à espérer. Donc, j'avais déjà oublié totalement. Ou un soir, j'étais à la maison et j'ai reçu le message dans ma boîte. Alors, j'étais surpris. Et la surprise était grande parce que c'était le premier prix. Là, ah, la qualité du travail était à cette hauteur. Donc, c'était ça, quoi. Nous allons revenir sur votre reportage, sur votre travail, mais en entendant direction la République démocratique du Congo où Madame Anto Moulanga a réalisé aussi un excellent reportage sur le business et l'urgence sanitaire dans ce pays où l'épidémie a été déclarée le 10 mars. Avant d'aborder votre reportage, Madame, pouvez-vous nous raconter votre parcours? Votre micro est désactivé. Pouvez-vous le réactiver? Voilà, le réactiver. Madame Anto, on ne vous entend pas, votre micro n'est pas activé. Maintenant, je crois que c'est bon. Allô, madame, on ne vous entend pas. Le son n'est toujours pas audible. Non, toujours pas. Est-ce que vous arrivez quand même à nous entendre, à m'entendre? Pouvez-vous essayer peut-être avec un autre micro ou essayer de faire un petit test? Vous allez là où vous allez au niveau du micro sous Zoom et vous cliquez sur test du haut-parleur du microphone pour essayer de voir si votre micro fonctionne. Pendant que vous faites ce test, nous allons continuer avec Arnaud et revenir tout de suite. Monsieur Arnaud, je voudrais savoir, pendant la crise sanitaire, les gouvernements ont imposé une restriction au niveau des frontières, mais vous vous êtes quand même rendu aux frontières, il a conduit pour effectuer votre reportage. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire votre article, pouvez-vous nous résumer votre travail? De quoi était-il question dans votre enquête? Ok, merci beaucoup. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est concernant le trafic au niveau de la frontière entre les deux pays, entre le Bénin et le Togo. Il faut dire que le Bénin et le Togo sont reliés par une frontière qui est reliée par un axe routier, mais il y a également un passage qui peut être vu à plusieurs niveaux parce qu'il y a une frontière naturelle qui sépare les deux pays. Il y a le bassin du Mono qui est là. Donc, c'est là que pendant la crise, les frontières ont été officiellement fermées. Au niveau de l'axe routier, c'est officiellement fermé, mais il y a également d'autres passages qui sont laissés par où transitent encore beaucoup de personnes. Donc, il y a également, dans la période de la fermeture, il y a
d'autres activités qui ont été créées. C'est ce qui nous a attiré notre attention. D'autres activités ont été créées que j'ai nommé COVID Business. Il s'agit de quoi? Pour passer, parce que comme je l'ai dit, officiellement c'est fermé, mais le trafic continuait. Donc pour passer, il suffit juste de donner de l'argent, il suffit juste de payer et vous pouvez accéder directement à l'autre côté de la frontière. C'est cela qui a commencé, c'est ce qui a commencé par être fait. Là où la situation est un peu difficile, c'est que c'est même les agents en uniforme qui organisent le jeu et également des autochtones qui participent. Donc, pour passer, il suffit juste de payer, soit au niveau de l'ASVT de façon officielle, soit au niveau du bassin. Bon, donc, c'est un peu sur ce sujet que nous nous sommes intéressés pour voir à quelles sont les conditions, à combien cela se fait, qui sont ces personnes qui sont acteurs, ceux qui bénéficient et quelles conséquences ça a sur la population. Et on s'est rendu compte que d'autres s'enrichissent au moment où la situation sanitaire était compliquée pour beaucoup de personnes, d'autres s'enrichissent et également il y a une frange de la population qui s'approvissait davantage. C'est un peu en résumé le travail qui a été fait au niveau de la frontière il a conduit. Je viens de partager mon écran avec vous pour permettre Voilà. aux confrères de pouvoir voir l'article et de pouvoir également le lire. Vous dites dans votre portal que les agents de police corrompus installés de part et d'autre du No Man's Land s'enrichissent en ces temps de COVID-19. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que cette situation s'est améliorée ou c'est toujours le statu quo? Ah oui, j'ai demandé, ça s'est un peu amélioré. Comment? Les prix ont baissé. Je ne sais pas si c'est des marchandises où il faut parler de prix, hein. Néanmoins, j'ai eu l'information que pour passer maintenant, c'est payant, mais ils ont réduit un peu les prix. Mais toujours est-il que c'est payant. Deuxième aspect, au niveau du bassin du Mono, les autochtones arrivent plus aisément à passer. Avant, c'était plus contraignant. Maintenant, les autochtones arrivent à passer un peu plus aisément. Au niveau également du Bénin, les agents de police sont moins exigeants. Mais de l'autre côté du Togo, c'est le statu quo, ça continue exactement, ils sont exigeants. Voilà, donc il y a eu un peu d'évolution, il y a un peu d'évolution, voilà. Je reviens à vous, Madame Anto Moulanga. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Bonjour, Madame. Le son n'est toujours pas vraiment audible, on ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire sans micro, voir si ça marche? Allô, Madame. Je remarque là que vous êtes connecté avec deux comptes. Peut-être essayer de désactiver un, comme ça, peut-être que vous êtes connecté simultanément sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Essayez avec l'un et voir si ça marche. C'est bon? Je ne vous entends toujours pas, madame. Allô?
Je vois que vous essayez de vous connecter à l'audio. Bon, nous n'allons pas laisser les participants en suspens. Je vous ai envoyé un message, madame, en e-boss, en privé. Faites-moi signe si c'est bon. Pendant ce temps, dites-moi, monsieur Vincent, est-ce qu'il y a eu des dangers que vous avez rencontrés sur le terrain? Ah oui, premièrement, pour avoir des informations, c'est un peu difficile parce que quand on parle de la frontière, il y a les militaires qui sont là-bas, alors tu dois prendre des images pour illustrer de quoi il est question. Donc, j'ai pu trouver des personnes qui sont dans la zone, qui travaillent au niveau de la frontière, qui m'ont aidé. Et là, cela a été fait avec beaucoup de prudence. Voilà, c'est un peu ça. On a été très prudent pour ne pas se faire repérer. Vous disiez également que le passage aux frontières était payant. Est-ce que vous avez été obligé de payer vous aussi? Ah oui, Et j'ai dû c'était me donner à combien? l'exercice. Dans le temps, c'était 1500. C'était 1000 francs. Dans le temps, c'était 1000 francs, juste 1000 francs. L'aller-retour ou juste l'aller? Non, tu donnes 1000 francs à deux reprises au niveau du Bénin, au niveau du Togo. Et au retour également, même exercice. Est-ce que vous êtes également intéressé à combien ces agents de police peuvent récolter en une journée ou en une semaine à cet aspect financier-là? Oui, oui, c'est énorme. On ne peut pas l'évaluer, mais lorsqu'on voit le flux, le trafic, c'est toujours continu. Donc, on peut se dire que par minute, il y a environ 5 personnes par minute qui passent sur une heure. Vous imaginez sur 24 heures. Voilà, donc le trafic est toujours continu, ça ne s'arrête pas. D'accord. Madame Alors, aussi, Anto, est-ce maintenant que c'est ça bon? va? Oui, allô, enfin, oui, bonne nouvelle. Bonjour. Finalement. Finalement, Bonjour, oui. Kossi. Bonjour à tout le monde qui nous suit dans ce webinaire. Enfin. Comment vous allez, madame? En tout cas. Okay. Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Ravi de vous savoir parmi nous. On y va rapidement. La première question, c'est pour permettre aux participants de mieux vous connaître. Racontez-nous un tout petit peu votre parcours et pendant combien de temps vous exercez le métier, la profession journalistique. J'exerce le métier de journaliste depuis un peu plus de 10 ans parce que c'est un métier que j'ai commencé depuis que j'étais étudiante. C'est une passion innée depuis que j'étais petite fille. Même à la maison, c'est tout le monde, tous les parents, mes frères et sœurs qui m'encourageaient et qui disaient tu as un devenir de journaliste. Alors, c'est parti comme ça depuis la petite enfance, comme on me répétait toujours ça à la maison. J'ai pris goût à faire le journalisme. J'ai commencé déjà que j'étais en deuxième graduat. J'ai commencé déjà à pratiquer avec des stages de professionnalisation, c'est-à-dire tout en étant étudiante en deuxième de journalisme. J'ai commencé à faire des pratiques. J'ai commencé par la radio, comme je dis. Je pouvais lire des petits messages, des communiqués, des animations. Et puis, je suis passée des reporters à présentatrice du journal parlé. Je suis passée à présentatrice du journal télévisé. J'ai aussi essayé de faire la presse écrite quand j'étais en train de terminer les études pratiquement vers la fin de ma licence où j'ai travaillé pour un journal écrit qui est La Trompette Louchoise. C'est là que j'ai appris aussi les ABC de la presse écrite jusqu'à ce que j'ai terminé mes études. Et puis, j'ai migré vers la presse en ligne. Donc, c'est un peu ça le petit parcours que je te présente. Et maintenant, vous êtes à 100% dans la presse en ligne. Oui, depuis 5 ans. Depuis 5 ans que je suis au magazine La Guardia. Au début, c'était d'abord un magazine qui sortait sur papier, comme on dit en dur ici chez nous. Et avec l'avènement du numérique, on a finalement décidé ensemble avec
la directrice, l'initiatrice du magazine, on s'est dit on va carrément s'orienter vers le numérique parce qu'on a compris qu'avec le temps, la presse et les médias sont en train de migrer vers le numérique, pour ne pas dire devenir totalement numérique. C'est comme ça qu'on s'est décidé, on est resté vraiment une presse en ligne. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du magazine La Gardoise. Oui, je suis, au-delà du fait que je suis journaliste, je suis aussi rédactrice en chef au sein du magazine La Gardoise. Vous avez fait un reportage entre l'urgence sanitaire et le business en République démocratique du Congo qui vous a valu d'être primé lors de notre concours. Et pouvez-vous nous résumer votre reportage? De quoi est-il question? C'est vrai que vous révélez que des responsables de la gestion des fonds alloués à la riposte contre le COVID-19 sont mis en accusation par l'Inspection générale des finances. Est-ce que c'est mis en cause? Est-ce qu'ils ont été finalement poursuivis? Il y a eu une suite? Dites-nous un peu la quintessence de votre reportage. Ok, d'accord. Les reportages, en fait, ça tournait autour de la gestion des fonds alloués à la riposte contre la COVID-19, comme je venais de le dire tantôt. En fait, l'idée même du reportage était venue dès les débuts, c'est-à-dire dès les déclenchements de la pandémie ici chez nous en RDC. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont questionnés parce que déjà, il y a des choses qui pouvaient apparaître comme louches auprès de la population, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été déversés dans la lutte contre la COVID-19. Alors déjà, dès le début, qu'on n'avait que très peu de malades, très peu de personnes atteintes du COVID. Il y a eu une très forte mobilisation de partenaires internationaux qui ont alloué des fonds. Alors, la population a commencé à se poser des questions. Où va cet argent? Comment on gère? Parce qu'il faut aller plus loin. Certaines personnes se disaient même qu'il n'y avait pas de malades dans les centres où on pouvait les isoler. C'est comme ça qu'est née l'idée des reportages. Il y a plusieurs personnalités qui ont été mises en cause dans la gestion de fonds alloués à la riposte contre la COVID. L'Inspection générale des finances a été mise en contribution pour pouvoir faire la lumière sur ce dossier. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'interpellation. Il n'y a pas encore eu d'interpellation, mais l'Inspection générale des finances avait quand même promis qu'il poursuivrait tout celui qui se serait compromis dans la gestion de ces fonds. Mais jusqu'alors, il n'y a pas encore de suite. Donc, le suspense est resté comme ça. Les choses ont été dévoilées, mais rien n'a été fait au niveau de l'Inspection générale des finances. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce reportage? Est-ce que l'accès aux sources était facile pour vous? C'était pas compliqué d'aborder certaines personnes? Est-ce que tous les protagonistes et puis le ministre avaient répondu à votre appel? Oh, non, on a l'accès aux sources comme pour toute question d'information. Il demeure un problème très sérieux déjà en République démocratique du Congo, pour ne pas dire peut-être partout au monde. L'accès aux chiffres, il s'agissait des chiffres, c'est des questions qu'ils ont considérées comme si c'était des questions taboues, mais on a eu à faire appel à plusieurs techniques, c'est-à-dire journalistiques. Nous avons confronté des documents, nous avons consulté des documents et nous les avons confrontés à ces données-là. C'est comme ça qu'ils ont été obligés de répondre. Malgré que quelqu'un peut te renvoyer à son directeur des cabinets, il te renvoie, mais finalement, il finit. Vous évoquez également, oui, vous évoquez également dans votre article un climat de grogne des agents du personnel soignant non payé, des difficultés pour l'obtention du certificat médical de dépistage COVID pour les voyageurs et la dilapidation des fonds reçus pour gérer la crise sanitaire. Et dites-nous, est-ce qu'après ce reportage, est-ce qu'il y a eu une amélioration? À combien se font les tests sur vous en RDC? Les tests COVID, déjà, le prix est resté le même tel qu'il a été
Il a été défini depuis le début quand on a lancé, on a mis fin à l'urgence sanitaire, c'est-à-dire quand on a repris avec les vols internationaux et autres vols au niveau national, c'est-à-dire les tests COVID pour le voyageur en RDC jusqu'à aujourd'hui, ils coûtent $30. Le montant n'a pas changé, il demeure le même. Comme je l'ai relu le reportage, les $30, c'est un montant qui est vraiment jugé très élevé par rapport à la voyage. Vous prenez le nombre de passagers qui doivent voyager par jour. Le ministre provincial de la Santé, par exemple, il nous a dit que par jour, les centres locaux ici de traitement de tests COVID, on est en train de traiter au moins 300 échantillons par jour. Si vous prenez les 300, vous faites fois $30 qu'on reçoit par personne pour ces tests-là. Donc, ça ramène au moins à 9 dés sur terrain. Vous trouvez qu'il y a des agents qui n'ont pas été payés. Il y a 2 médecins qui travaillent, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des revendications. Les centres de traitement des COVID qui est situé, par exemple, à l'aéroport de Lubumbashi, nous venons d'apprendre qu'il y a encore grogne. Les médecins sont en train de menacer d'aller en grève parce qu'ils ont 3 mois d'impayement. Donc, la situation est restée un peu la même. C'est comme je le disais, l'inspection générale des finances qui avait promis qu'après ces révélations, il y aura des poursuites. Bon, je ne sais pas, ils sont encore en train de traîner les pieds ou quoi. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe jusque-là. Monsieur Vincent, être journaliste au Bénin, qu'est-ce que cela implique comme challenge? Ce n'est pas uniquement au Bénin. Permettez-moi de saluer d'abord Madame Anto Moulenga. Soyez les bienvenus. Merci. Finalement, on est là. Merci Vincent, finalement, on est ensemble. Finalement. OK. Ce n'est pas uniquement au Bénin, mais c'est généralement en Afrique. Hein. Le métier est un peu difficile à exercer. Il faut être passionné. Et l'autre chose, c'est par rapport au défi de s'imposer par rapport à la crédibilité de ce que tu fais. Lorsque des révélations ne sont pas en phase avec le pouvoir en place, avec les politiques, ça devient un peu plus compliqué. Mais si tu es passionné, je pense qu'on fonce. Et la preuve est par rapport au dossier de corruption, c'est un peu difficile de toucher à ces éléments, alors que c'est là même la nécessité de ce métier. Si les journaux n'en parlent pas, qui pourra vraiment en parler? Et est-ce que vous, au Bénin, vous avez déjà rencontré des défis peut-être personnels et comment les avez-vous gérés? Personnel, non, pas pour le moment. Personnel, pas pour le moment. Peut-être qu'on n'est pas encore dans la ligne de mire des politiques, OK. Mais il y a des collègues, il y a des confrères qui en rencontrent et on essaie quand même de le faire, de marcher avec beaucoup de délicatesse, surtout par rapport aux journaux en ligne. Voilà. D'accord. Et partagez-vous l'avis de M. Vincent, Madame Anto Moulenga. Est-ce que chez vous aussi en RDC, c'est compliqué d'être journaliste? Oui, c'est compliqué d'être journaliste en RDC parce que avec tout ce que nous avons comme environnement politique, des restrictions des presses pour les journalistes qui sont parfois poussés à s'auto-censurer sur certaines questions qu'on juge sensibles. C'est une situation presque pareille. C'est pas facile d'être journaliste en RDC, surtout que aussi les conditions, je peux dire sociales du journaliste lui-même, les médias ne sont pas viables. Les médias ne sont pas viables, donc on fait des efforts pour pouvoir être au niveau où on est. Donc, c'est avec beaucoup de sacrifices et aussi avec beaucoup de passion pour le métier que... Donc, être journaliste en RDC, c'est vouloir le faire. Vous pouvez énumérer quelques conditions. Quelles sont les conditions? Ce sont des conditions de paiement, d'accès aux ressources, de sécurité. Quelles conditions précisément? En fait, il y a d'abord la condition d'accès aux sources qui n'est pas très facile, c'est-à-dire qu'il y a de reportages ou de sujets que des journalistes peuvent promettre d'effectuer des reportages, mais vous arrivez sur le terrain, vous êtes bloqué
parce qu'il y a certaines sources qui n'acceptent pas, n'ont pas d'offres, où on ne vous répond pas à cette question-là, on ne répond pas. On vous dit clairement comme ça, et puis on vous dit non, ce sont des données. En fait, en RDC, on a tendance à rendre tout sensible, surtout avec les sources gouvernementales. Quand vous arrivez, on vous dit, madame, cette question-là, je ne peux pas répondre. Comme ça qu'on a eu des difficultés même pour réaliser ces reportages. Mais pour revenir à la question que tu as posée sur ce qui a été fait depuis qu'on a fait ces travaux, peut-être ce qui s'est amélioré, c'est le temps qui a été réduit dans l'octroi des certificats de COVID. Parce que si vous allez au centre, maintenant, là, vous faites votre test aujourd'hui et on vous promet de repasser 24 heures après. Effectivement, quand vous repassez, vous avez quand même votre test, mais le prix est resté le même, en tout cas. Monsieur Ça va? Vincent, oui, ça va. Monsieur Vincent, est-ce que votre façon de travailler, est-ce que cette pandémie vous a impacté la façon dont vous avez travaillé? Oui, un peu. Bon, pour les journaux en ligne, on a eu moins de difficultés, mais par rapport aux descentes sur le terrain, ça a été un peu plus réduit. Ça, là, c'est clair. Mais on continuait de travailler normalement parce que c'est en ligne. On n'a pas eu de difficultés, surtout pour ceux qui produisent en dur les papiers, avoir de contact, aller vendre, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est un peu. Donc, on a eu moins de difficultés à pouvoir travailler. Et vous, lorsque vous êtes descendu au niveau des frontières, il a conduit 100 000 pour votre reportage. Est-ce que, dans quelles conditions, en fait, ce reportage a eu lieu? Qui sont ces personnes-là qui vous ont aidé et qui ont facilité l'exercice de votre mission? Ah, concernant les personnes, on ne peut pas les révéler, mais on a eu des gens qui nous ont aidés là-bas. Il faut reconnaître que c'est des autochtones. C'est ce qui nous a facilité la tâche. Des autochtones qui étaient également frustrés de la situation. C'est là où la tâche nous a été plus aisée. Donc, ils ont trouvé l'opportunité alors de créer leur arbol, de pouvoir dire, ah, ça ne veut pas, voilà ce qui se fait. Et donc, ils nous ont vraiment aidés. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans la danse pour montrer les différents endroits, comment cela se fait. Parce que c'est à plusieurs endroits, c'est à plusieurs niveaux le business. Donc, ils nous ont vraiment aidé à pouvoir voir tous ces aspects de la chose. Donc, sans eux, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas aller chez les officiels pour demander quoi que ce soit. Ce n'était même pas possible. Mais est-ce que vous avez tenté quand même la démarche d'obtenir des commentaires auprès des officiels? Oui, c'est la loi de l'Omerta. On voit, mais on n'a rien vu. Et, mais dans votre article, vous dites aussi qu'il y a aussi des autochtones quand même qui, de connivence avec les agents de police, font la même chose, mais il y a de l'autre côté d'autres qui ne sont frustrés de la situation et qui aimeraient dénoncer. En fait, il n'y a pas un petit paradoxe? Oui, effectivement, il y a des autochtones qui se donnent à ce jeu. Seulement qu'il va falloir négocier avec les policiers d'abord. Mais tout le monde ne veut pas le faire. Donc, c'est les affinités qui comptent. Et du coup, il y aura des délaissés. Donc, ceux-là qui arrivent à le faire ont trouvé un bon réseau et vraiment, ça leur rapporte gros. Beaucoup ont dit que parce qu'il y a des autochtones qui, leur activité était la pêche. Ils ne le font plus, donc ils ont trouvé du travail. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont trouvé du travail. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé ce circuit. Peut-être s'ils avaient trouvé ce circuit, je ne pouvais pas avoir l'information. Vous êtes basé, vous, au Bénin, et comment vous avez eu l'information? Comment ça s'est passé en fait? Comment Ah oui, vraiment est née l'idée de ce reportage? juste après la fermeture des frontières, juste la deuxième semaine, je pense, j'ai eu des amis qui sont allés pour dire, ah, c'est fermé officiellement, mais c'est toujours possible de traverser. J'ai dit, mais comment? Ils m'ont expliqué, là, ça m'intéresse. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Ah, même après quelques temps, ce n'était même plus tabou. On dit, non, non, mais tu peux passer. Donc, c'est connu de tout le monde, quoi, qu'il y a plusieurs possibilités de passage, même avec ton véhicule, même avec ton véhicule. Donc, c'est ça, l'information n'était plus tellement sensible. Voilà. Madame Anto Moulinga, dites-nous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce métier de journalisme?
Non, le micro n'est pas activé. Je vous ai envoyé une demande d'activation. Mais non, c'est bon, parfait. Qu'est-ce que vous Ça va? intéresse le plus dans ce métier? Ok. Oui, c'est bon, ça va. Ok. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce métier des journalistes, c'est qu'on est au service de la population. On est au service de la population. On est on porte le qui dans des communautés qui parfois pour parvenir auprès de certaines autorités, auprès de certains décideurs. Donc, il faudrait que les journalistes, que nous soyons là pour parler au nom de ces populations-là. C'est ça qui me fait le plus plaisir dans ce métier. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce reportage? Bon, en fait, ce qui m'a le plus marqué dans ces reportages, c'est comme je le disais, nous sommes des porteurs des voix, des sans-voix. C'est par exemple quand tu arrives dans le centre de tests COVID et vous rencontrez un fonctionnaire de l'État congolais qui a un salaire, par exemple, de 220 000 francs, qui ne représente même pas quelque chose, et puis qui te dit que je suis obligée là présentement de sortir 30 $ pour faire les tests COVID. Et il te dit que les 30 $, ça pèse énormément dans son budget. Donc, sortir 30 $ pour un fonctionnaire, c'est vraiment énorme, même pas seulement pour le fonctionnaire, mais vraiment pour le Congolais moyen, quoi. C'est-à-dire, c'est un montant qui a été fixé peut-être en fonction de certaines couches de population, mais par rapport à la réalité congolaise, 30 $, c'est beaucoup d'argent. Et quand vous êtes sur terrain, vous vous rendez compte comment que c'est énorme. C'est énorme dans le panier de la ménagère, peut-être de 130 $. Est-ce que ce prix, c'est votre premier prix aussi, tout comme M. Vincent? En fait, au niveau international, oui, c'est le premier prix au niveau international, mais j'ai quand même eu également à rafler un autre prix ici au pays en 2017. C'était sur la francophonie, en rapport avec la francophonie. J'avais produit un reportage sur la francophonie et la diversité culturelle. J'ai également raflé la 2e place au niveau national, mais au niveau international, c'est un premier prix. Félicitations encore. Mais Merci. dites-nous, vous êtes rédactrice en chef d'un magazine et nous savons que la pandémie du Covid-19 a eu un effet glaçant sur la pratique de notre métier. Comment cette pandémie vous a affecté au sein de votre magazine? OK. La pandémie nous a affectés au sein du magazine par le simple fait que avec le lancement de l'état d'urgence, quand on a déclenché l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'on était obligé de travailler à domicile, chacun travaillait à la maison, télétravail, ce qui a fait que les rencontres physiques nous ont vraiment énormément manqué. On a été obligé de faire des conférences de rédaction via WhatsApp, dans les groupes. Donc, c'est quelque chose, ça, les rythmes ne pouvaient pas se voir. Peut-être qu'à l'ère de la rédaction, quelqu'un d'autre pouvait être occupé. Et aussi, quand on travaille à la maison avec tout ce qu'on a comme charge familiale, peut-être l'endroit, les bruits, les dérangements, tout ça a fait que le travail a été un peu bousculé, mais on a pu quand même s'adapter. Monsieur Vincent, comment avez-vous appris l'existence de ce concours ou comment avez-vous découvert le concours? C'est un confrère qui l'a envoyé dans un groupe de journalistes. J'ai découvert ça comme ça. Sur WhatsApp? Non, sur Facebook. Oh. Et c'est là également que je me suis abonné à la page. Dites-moi aussi, je veux savoir, quels sont peut-être les conseils que vous aimeriez peut-être donner aux confrères qui vous suivent actuellement, surtout des journalistes? Bon, c'est dit, si vous êtes là, si vous êtes dans le métier par passion, c'est bon. Si ce n'est pas par passion, c'est un peu plus compliqué. Autre chose, on ne postule pas ou bien on n'écrit pas des articles pour gagner un prix.
On écrit pour répondre à un besoin de la population, pour sensibiliser, pour informer, pour alerter. Donc, pour qu'on ne voit pas que, ah, si j'écris tel article, je serai récompensé. Loin de là, pas du tout. Donc, si ce n'est pas passion, tu fais ton travail et en son temps, s'il y a quelques récompenses, je pense que tu vas en bénéficier. Qu'est-ce que M. Vincent met dans passion? Je vois que le mot passion, il revient inlassablement. Est-ce que c'est la rigueur, c'est le professionnalisme? En fait, Oui, pas passion, c'est faire quelque chose tout simplement parce que tu te vois appelé à le faire. Tu vois, il y a une conviction à le faire. Tu n'es pas, on ne te met pas une pression avant que tu ne te donnes toi-même des rendements, des résultats à atteindre. Et lorsqu'on parle également de passion, il y a la soif de satisfaire un besoin. Il y a une soif. Et bien qu'il y ait des contraintes, malgré la pression, cette soif n'est pas étanchée tant que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Si c'est ainsi, tu peux y atteindre. Mais si c'est parce que bon, tu as vu que ça rapporte, on va gagner un prix, on va voyager, tu vas céder à la tentation, tu vas céder aux politiques. Et bon, comme beaucoup le font, hein, tu vas corrompre la corporation en quelques mots. Madame Moulinga, est-ce que vous partagez l'avis de M. Vincent? Je partage son avis, mais seulement je dirais faire le journalisme ne suffit pas, et ajouter aussi la rigueur et les dévouements. Et les dévouements dans lesquels les journalistes exercent, je crois que la passion, seule ne suffira pas. Il faudrait s'armer aussi de beaucoup de courage, de beaucoup de volonté et de détermination. Comment avez-vous découvert ce concours que nous avons lancé le 4 septembre 2020? En fait, les concours, je l'ai découvert dans les groupes, dans les groupes de reportage sur la crise sanitaire mondiale, parce que j'étais déjà membre, je m'étais déjà inscrit dans les groupes Facebook. C'est à partir de là que j'avais vu l'annonce. J'ai une question pour Madame Onto. Et la question, elle ne vient pas de moi. La question vient plutôt d'un participant. Je vous lis la question. Est-ce que Onto ne se sent pas déçu vu qu'aucune interpellation n'a eu lieu depuis, malgré toutes ces révélations? En fait, pas totalement dessus, pas totalement dessus. Je sais que le dossier, il est déjà aux mains de la justice. Je crois qu'un jour, tôt ou tard, la justice s'élèvera. Encore qu'un jour, ça sera fait et que les coupables seront interpellés. Une autre question d'un participant, M. Vincent. Cette fois-ci, je la lis. Quelles sont les astuces utilisées pour pouvoir passer inaperçu? Comme je l'ai dit, je me suis fait aider simplement pour passer inaperçu. Est-ce que Madame Onto a des conseils à donner en fait? Vous êtes rédactrice en chef d'un magazine. Ok. Des conseils à donner aux journalistes? Ah oui, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Les conseils à donner aux journalistes, c'est comme on venait de le dire. Hein. C'est-à-dire, d'abord, ce n'est pas un métier facile. Le métier de journaliste n'est pas facile. Quand on y entre, il faudrait qu'on sache que c'est sur un terrain glissant sur lequel on s'engage. Donc, ce n'est pas pour faire peur aux jeunes générations qui arrivent ou à ceux qui viennent à peine de commencer, mais seulement c'est pour leur dire que ce n'est pas facile de faire le journalisme, mais quand on a la volonté, on arrive à faire quand même un bon travail et qui finit par payer,
qui finit par payer. Ce n'est pas du jour au lendemain que le métier de journaliste paye. On commence pas le journalisme aujourd'hui, demain, après-demain, on est primé. C'est au prix de beaucoup de sacrifices, au prix de beaucoup d'apprentissage. On fait aujourd'hui, ça passe pas demain, demain, après-demain, on finit par être récompensé. Donc, il faut assez perfectionner pour espérer récolter des résultats. Monsieur Vincent, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou peut-être une question que j'aurais dû vous poser, mais que cela n'a pas été fait? S'il y a quelque chose à ajouter, c'est dire que ce travail, ce prix également m'a permis de lire beaucoup d'autres articles. J'ai comparé un peu ce que j'ai fait par rapport à ce que les anglophones ont fait, à ce qui a été fait au niveau des Arabes, pour voir un peu. Lorsque j'ai fait cette comparaison, je me suis dit, ah, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du travail, il y a encore d'autres choses à ajouter pour que on puisse atteindre une perfection. Lorsque je donne l'exemple du travail du premier prix au niveau des anglophones, j'ai lu, j'ai vu la qualité de l'article comparé à ce que j'ai fait. J'ai dit, ah, il y a encore du chemin à faire. C'est ce que je peux dire. Donc, ça m'a permis également d'explorer. J'ai lu ce que Madame Anto a fait. J'ai eu du plaisir à lire et j'ai encore vu d'autres aspects que je peux prendre pour améliorer des fois à venir d'autres sujets du genre, d'autres reportages du genre. Madame Anto, vous avez aussi un point important à ajouter avant la fin de cette séance. Oui, Kossi? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, un point important sur lequel vous aimeriez quand même revenir? Non, en fait, le point sur lequel j'aimerais revenir, dire, c'est que d'être nominé par les forums de reportage sur la crise sanitaire, c'est encore un appel. C'est un appel personnellement pour moi et pour notre magazine. On s'est dit, même au niveau interne, on s'est dit donc, c'est un appel à faire encore plus, à se professionnaliser, à faire encore des reportages pour pouvoir se retrouver aussi parmi le meilleur. Quoi. Donc, c'est un devoir, c'est plutôt quelque chose qui nous pousse encore à faire plus. Je rappelle aux participants qui nous suivent via Facebook ou via l'application Zoom que ce webinaire est organisé par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale que nous avons lancé en partenariat avec le réseau international pour les journalistes. Et l'objectif visé, c'est d'offrir des opportunités, d'offrir aux journalistes les ressources dont ils ont besoin pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Et notre forum réunit aujourd'hui plus de 2000 journalistes francophones. C'est un forum qui a été lancé en 5 langues, en français, en anglais, en arabe, en espagnol et en portugais. Et nous vous encourageons à partager le lien du forum avec vos confrères journalistes, vos consoeurs, vos amis, afin de pouvoir réunir dans ce forum-là la communauté journalistique mondiale francophone et aussi pour que les journalistes puissent interagir entre eux ou entre elles et aussi pour qu'ils puissent travailler sur des projets de reportage transfrontaliers. C'est important pour nous que des journalistes puissent se mettre ensemble et faire des reportages qui vont au-delà de l'impact national des frontières qui sont des reportages vraiment internationaux. Nous vous remercions, chers confrères, chers consoeurs, d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre invitation et pour avoir partagé avec les autres journalistes votre expérience, votre parcours et aussi les coulisses de votre reportage sur le COVID-19. Nous savons que la thématique de l'enquête, de la criminalité, la corruption, ne sont pas très prisés par les confrères. C'est la catégorie dans laquelle nous avions eu très peu de soumissions. Nous vous encourageons à continuer à faire ce travail, la d'investigation, d'enquête
et aussi d'apporter au public l'information dont ils ont besoin. Nous avons lancé un petit sondage. Mon confrère, mon collègue Emma Touarimont a envoyé dans la boîte de discussion un petit formulaire et nous vous prions de prendre de votre temps pour le remplir. Ça vous prendra juste quelques secondes. Ce formulaire nous permet de savoir quelles sont vos recommandations, comment améliorer nos prochaines séances, qu'est-ce qui ne vous a pas plu au cours de ce webinaire, qu'est-ce que vous aimeriez que nous puissions améliorer. Donc, vous pouvez nous faire des recommandations via ce formulaire-là. Je vous l'enverrai également par mail dans quelques instants après ce webinaire. Nous vous encourageons vivement à relayer ce forum-là auprès de votre communauté, à faire la diffusion et inviter d'autres confrères à nous rejoindre. Et sur ce, je vous dis belle fin de soirée ou bonne fin de journée. Et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine où nous aurons un autre webinaire sur comment devenir un bon journaliste. Bonne soirée à tous et au revoir. Merci.